monte vers son apogée en Europe. Et ils disent le plus grand danger, c'est la lassitude. Voilà. La lassitude, la mélancolie, en tout cas, à quoi bon, etc. Parce que je trouve qu'il y a toujours, aujourd'hui, même s'il n'y a pas les raisons du départ, les raisons, il y a toujours une raison formidable pour donner de l'élan et de l'âme à la construction européenne. Merci en tout cas Georges Semprin, parce qu'on trouve en effet toutes les bonnes raisons de faire face à cette lassitude ou d'écarter cette lassitude. Merci beaucoup. Donc je rappelle que c'est Une tombe au creux des nuages, que vous éditez aux éditions Climat. Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent retrouver Volker Schlöndorff et Georges Semprin, rendez-vous à tout moment sur publicsena.fr. Merci. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission intergalactique entièrement dédiée, dévouée, consacrée à la gastronomie, à tout ce qu'on aime en France et dans le monde entier. Christophe, nouvelle émission sur la cuisine. Ah écoute, on est dans un endroit absolument merveilleux. On est dans un des temples de la cuisine internationale, les ouais. cuisines de Meurice. Tu officies ici tous les jours, il me semble. Oui, je suis là tous les jours pour... Non, malheureusement, je ne suis pas là tous les jours, j'aimerais bien. Mais celui qui est là tous les jours, c'est Yannick Aleno, le chef, qui nous a aidés et nous a donné quelques trucs et a parrainé un peu un album dont on va parler maintenant, qui est le Lord of Burger qu'on a fait avec Audrey. Et toute une bande de dessinateurs. Burger, tu te moques pas un peu du chef Yannick quand même? Non, pas du tout, parce que le burger aujourd'hui, c'est en fait c'est un gimmick de présentation. Ce qui est amusant, c'est que quand on est parti sur cette idée-là, on n'en avait pas encore croisé dans les grands restaurants 3 étoiles, et depuis quelques temps, je commence à en croiser. Alors évidemment, le burger, c'est pas le burger de McDo. C'est juste une présentation. Tu peux avoir 2 Saint-Jacques avec au milieu un petit truc, et on appelle ça burger parce qu'il y a ce côté empilé en petites couches. Mais c'est très sympa. Alors ce projet, je sais que toi tu es amateur de gastronomie et de bon vin. Ça part en partie de là et aussi de la passion de Jacques Glénat pour le vin et la gastronomie aussi. Jacques Glénat est venu me trouver un jour et il m'a dit pourquoi est-ce que tu ferais pas quelque chose sur la grande cuisine. Là, d'un coup, ça m'a semblé une évidence. Je dis oui, évidemment, j'ai envie de faire ça. Après, je me suis posé la question de l'angle. Trouver comment raconter une histoire sur la grande cuisine, quel type de narration il fallait prendre. Je suis parti un petit peu sur l'exemple des Gouttes de Dieu, le manga sur le vin, qui était formidablement bien fait. Je suis pas de culture très manga à la base, mais Audrey, avec qui j'ai travaillé, m'a incité et a poussé pour qu'on aille dans cette direction-là. Et finalement, je trouve cette narration très très pratique parce qu'elle permet vraiment de mélanger un côté à la fois aventure, à la fois feuilleton de l'été de France 2, à la fois du shoujo, du polar et surtout le côté didactique. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à s'arrêter en plein milieu de l'histoire pour passer 2 pages pour expliquer ce qu'est un MOF. Un peu plus loin pour faire une recette de 4 pages que Yannick justement a créé pour l'occasion. Et de plus en plus, au fur et à mesure des tomes, on va mettre comme ça des petits appendices avec des recettes, des trucs de cuisine. Déjà, je suis en train de prévoir pour le 3e tome tout un truc sur la truffe. La truffe expliquée en BD, grosso modo, mais sans que ça soit ennuyeux. Alors c'est étonnant parce que justement dans cet ouvrage, cette série Lord of Burger, avec une base manga, on touche, comme tu l'as dit, plein d'univers différents. Comment on arrive à tout compacter dans un scénario sans que le lecteur se perde et qui en même temps a un rythme d'enfer? C'est évident, on est dans une cuisine. Bah écoute, ça se fait assez naturellement.
compacter ça dans le sens où on saute d'une ambiance à l'autre, de page en page. Après, on a une trame, un fil narratif qui est assez simple. Le secret d'un bon scénario, en réalité, c'est une histoire très simple. Là, l'histoire, elle se résume en 2 mots. Un frère et une sœur qui ont 18 ans, enfin 18-20 ans, se retrouvent aux commandes d'un restaurant gastronomique de 3 étoiles, suite au décès de leur père. Ils doivent faire tourner la boutique parce que le restaurant est très endetté. Et évidemment, ils vont perdre leurs 3 étoiles très rapidement. Et après, toute la série, ça va être la quête pour regagner ces étoiles une par une. De façon peut-être pas traditionnelle, comme on peut l'imaginer dans les cuisines. C'est les regagner avec la cuisine d'aujourd'hui, c'est-à-dire on va parler justement de ces petits trucs de présentation, d'où le mot burger. Mais aujourd'hui, on ne présente plus la cuisine comme il y a 20 ans. L'époque des Bocuse est terminée. Personnellement, j'aurais tendance à dire heureusement d'ailleurs. Mais aujourd'hui, il y a Ferran Adria et toute la cuisine moléculaire. Il y a Vera qui l'avait beaucoup suivi et qui fait aussi beaucoup de petits trucs marrants, visuels. Le fait qu'un repas devient en même temps aussi un show un peu. C'est ludique, c'est tout un ensemble. Il n'y a pas uniquement le plaisir gustatif. Voilà. Donc eux vont jouer là-dessus pour remonter leur restaurant et partir en quête de nouvelles saveurs à travers le monde, puisqu'il y aura un côté assez initiatique de Ambre, la fille qui va aller voir des grands chefs japonais, des grands chefs, et partir à la recherche de produits aussi un peu partout à travers le monde. Bon Christophe, merci à toi. Tu le disais, tu as travaillé avec une co-scénariste, Audrey Alouette, on va la rencontrer tout de suite. En attendant, un autre grand monsieur de chez Glénat, après le Décalogue, après Quintette, il va encore vous en faire voir de toutes les couleurs. C'est pas compliqué. Franck Giroux, il met des ficelles tel un marionnettiste. Il vous prend par la main, il vous emmène quelque part, vous ne pensiez pas, autre part. Voilà, c'est la nouvelle série, ça s'appelle Destin. C'est parti. Après les 20 albums de sa série phare, le Décalogue, Franck Giroux revient avec une nouvelle saga, Destin. Si le titre se décline au pluriel, c'est que Giroux développe en 14 albums les différents chemins empruntés par une jeune américaine, Hélène Baker, à partir d'un seul dilemme originel, se dénoncer ou pas après un hold-up qui tourne mal. Elle va être placée face à un dilemme effroyable. C'est-à-dire qu'elle va être obligée soit de faire quelque chose, soit de ne pas faire quelque chose. Elle n'a pas 36 choix, ou elle le fait ou elle ne le fait pas, et il n'y en a que 2. Et qu'elle le fasse ou qu'elle ne le fasse pas, sa vie va être bouleversée de fond en comble. Le principe de Destin, c'est que à la fin du tome 1, au lieu d'offrir un tome 2 au lecteur, nous lui en offrons 2. C'est-à-dire que dans un des tomes suivants, elle se dénonce, dans l'autre, elle ne se dénonce pas. Et à la fin des 2 tomes 2, nouveau dilemme, et donc on débouche sur 4 tomes 3. Au point d'orgue de l'intrigue, la série décrit 6 destins différents, 6 vies parallèles pour Hélène Baker. Autant d'univers qui n'en feront qu'un dans le dernier tome de la saga, prévu pour janvier 2012. Ça m'intéressait de montrer que cette personnalité un petit peu timide comme ça était capable à un moment donné, à la suite d'une émotion intense qui était l'amour qu'elle porte à cet homme, de basculer dans un monde totalement différent. Quand on a dans une des lignes de vie une Hélène bien bon chic, bon genre qui dirige une association caritative, et puis que dans l'autre on a une Hélène perdue en Afrique qui s'évade d'une prison, qui est obligée de se servir d'un fusil. On a 2 personnalités a priori extérieurement très très différentes, mais au fond quand ces 2 Hélènes se retrouvent toutes seules au fond d'une pièce à Gamberger, elles pensent la même chose, et on retrouve la petite Hélène fragile du campus de Houston lorsqu'elle avait 20 ans. Dans le Décalogue, Franck Giroux avait réuni une dizaine de dessinateurs.
Pour Destin, ce chef d'orchestre pousse la performance en s'entourant de 26 auteurs. 13 scénaristes et 13 dessinateurs se partagent les 14 albums de la saga, certainement la plus ambitieuse de ce maître de l'intrigue. J'avais envie de travailler un petit peu comme les Américains le font dans leurs séries télévisées à plusieurs. Et donc j'avais envie de tenter cette expérience avec une douzaine de gens que j'aime bien et que j'estime. Et je n'ai pas été déçu de l'expérience. On continue nos aventures ici dans un des temples français et internationaux de la gastronomie, les cuisines du Meurice. On va bientôt rencontrer le chef. En attendant, une femme. Enfin, il n'y a pas beaucoup de femmes, Audrey, j'ai vu dans ces cuisines. Tu te sens un peu... J'en ai pas remarqué beaucoup. Je crois qu'il y en a beaucoup 4 ou 5 qui travaillent quand même. C'est un monde d'hommes, la gastronomie. Ça t'a pas fait peur en lançant Lord of Burger? Non, j'avoue que je me suis même pas posé la question. Enfin bon, la gastronomie en général peut-être, mais la pâtisserie souvent c'est quand même plus une affaire de femmes. Enfin, c'est généralement ce qu'on remarque. Bon, en tout cas, dans ce livre que tu fais avec Christophe Arleston, il y a, on va dire, un héros, une héroïne, frère et sœur. On le sait, on en a parlé tout à l'heure avec Christophe. Le père, grand cuisinier, meurt dans des... C'est un peu étrange. C'est un peu suspect. Circonstance, on peut le dire, suspecte. Ils vont à la fois enquêter et essayer de relancer ce fleuron qu'avait créé leur papa. Comment tu es arrivé sur cette aventure avec Christophe? Oh, comme d'habitude, comme pour toutes les aventures qui démarrent, ça s'est fait par hasard. C'est-à-dire qu'à la base, Jacques Glénat était venu voir Christophe pour lui demander de faire une série sur la gastronomie. Et je crois que ce que Christophe avait plutôt en tête à la base, c'était de faire plutôt une grande série de BD façon Les Maîtres de l'Orge. Bon, sauf que moi, j'ai beaucoup plus la culture manga. Et en fait, c'était un soir, je crois que Christophe s'était fixé tout l'été pour démarrer une histoire là-dessus. Et puis un jour, on était un samedi soir au bureau et là, Christophe me fait « J'ai aucune idée, je dois voir Jacques Glénat mardi, je ne sais pas du tout ce que je vais lui raconter. » Et bon, je lui dis « Si tu veux, on fait un petit brainstorm, on voit si ça génère des petites idées, quoi. » Puis en fait, on a commencé à démarrer, puis on est tellement bien parti à fond que je me suis retrouvée sur le projet. Et en fait, on a écrit synopsis du premier tome en une soirée. Voilà. Donc comme quoi c'était lancé, Lord of Burger, on le dit à la fois histoire mangaisée, on est en plein dedans, dans cette folie du manga. Le manga pour toi c'est la génération manga? Tu as été marqué par... C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé beaucoup ces derniers temps, c'est qu'on a vu beaucoup d'Européens essayer d'imiter le manga, ce qui est généralement pas une réussite. Sauf qu'aujourd'hui, on a affaire à une jeune génération de dessinateurs avec laquelle moi je travaille beaucoup, qui a digéré ces influences. On le voit beaucoup d'ailleurs chez les Italiens. Les Italiens ont complètement digéré les influences de la BD franco-belge et en même temps du manga. Et ça donne quelque chose, un style italien qui maintenant est très abouti. Et au niveau de la jeune génération de dessinateurs, c'est pareil, et je dirais de même pour les scénaristes. On a vraiment, on a lu un petit peu tout ce qu'il y avait et chez la BD franco-belge et ce qu'il y avait à prendre dans le manga, Naruto, Les Gouttes de Dieu, on va en parler, je suis sûre, Full Metal Alchemist et tout ça. Et après, c'est vrai qu'on peut donner, je pense que ça aboutit à un produit un peu hybride, mais aux influences digérées, pas quelque chose qui veut imiter quoi que ce soit. C'est bien digéré, comme évidemment ce qu'on mange ici, ce qui est créé ici dans les cuisines du Meurice. Tu le disais, hybride, produit hybride, évidemment, parce qu'à la fois on mange, on l'a dit, du polar. Voilà. De l'aventure, de l'action, de la cuisine. Par moment, on s'arrête, on explique au lecteur une petite recette qui vient comme ça. Voilà. Ça, c'est vraiment... aussi pas mal de sentiments, parce que le côté shoujo, ça, c'est un peu plus mon truc. Donc voilà, de temps en temps, il y a des grandes scènes d'émotion. Donc il y a tout ça de mélanger. C'est ça, le manga traditionnel? Et oui. Le manga traditionnel, c'est une espèce de grande ratatouille, finalement, où on mélange un petit peu ce qu'on a dans le frigo, quoi. Alors, comment on crée les personnages, sachant, on le disait, il y a deux figures de proue dans Lord of Burger, ce sont ce frère et cette sœur, et puis il y a des personnages annexes, évidemment, importants. Comment se fait la création des personnages, notamment lorsqu'on travaille à deux, comme toi et Christophe? Alors au départ, c'est l'idée de Christophe, c'est lui qui voulait avoir un frère et une sœur. Pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, parce que moi, ayant deux petits frères, je suis très attachée à cette... à ce côté familial, tout le côté intrigue familiale, moi c'est quelque chose dans lequel je me sens extrêmement à l'aise. Donc après, il y a des choses qui se sont faites
on va dire, des personnages qui se sont développés parce qu'on en avait besoin et puis on a cherché à leur donner une personnalité. Par exemple, on dira ni où ni quand, mais le meurtrier apparaît déjà dans le tome 1, n'est-ce pas? Donc on a bien développé, on a posé nos jalons volontairement à certains endroits. Après, au niveau de la famille, on a développé, enfin c'est très drôle d'ailleurs parce que le père, on l'a appelé Alessandro, parce qu'on voulait un père italien et on connaissait un italien qui s'appelait Alessandro Barbucci, on lui a donné son prénom. À ce moment-là, on ne savait pas encore qu'il allait travailler sur la série et nous faire tout le caractère design. Alessandro qui travaille sur Sky Doll, notamment avec Barbara Canepa. Et sur Witch au début, qui a généré, enfin dire, qui a été son plus gros succès de départ. Et donc voilà. Et donc après, la mère, ça c'est un personnage un petit peu à part. Au début, Christophe voulait qu'elle soit morte. Ça c'est aussi nos histoires à nous, puisque la mère de Christophe est décédée. Moi, je voulais qu'elle soit un peu folle. Il faut dire que ma mère a des petits problèmes de santé. Donc voilà, là, c'est aussi des choses personnelles qu'on apporte et qu'on investit finalement dans... Mais c'est pas gênant, justement, de se livrer, de se mettre un peu à nu comme ça dans un ouvrage? Non, parce qu'en fait, on le transforme complètement. C'est pas, on fait pas de la biographie du tout, hein, loin s'en faut. C'est juste, des fois, des petites histoires qu'on a entendues raconter à droite, à gauche, des petits événements qui nous sont arrivés, qu'on transforme complètement, qu'on mélange, qu'on malaxe. Enfin, c'est de la cuisine. C'est la richesse de la cuisine du 9e art. De la Audrey, cuisine éditoriale. tu cuisines au quotidien, toi? Oui, au quotidien, je cuisine un petit peu. La grande peu... gastronomie ou des petits plats Alors, à la base, je me débrouillais plutôt bien. Du temps que j'étais étudiante, j'étais connue pour mes petits plats. Je restaurais un peu toute ma petite promotion. On n'était pas très nombreux. Mais c'est vrai que depuis que je connais Christophe Arleston, qui souvent fait à manger pour tout l'atelier, comme il me file un peu des complexes, j'ose moins toucher les casseroles qu'avant. Je reste centrée sur le domaine de la pâtisserie, qui est moins son truc et qui est plus le mien. Et donc, du coup, je me suis un peu recentrée sur le sucré, tandis qu'il reste sur le salé. Voilà. Bon, dis donc, Yannick Aleno qu'on va rencontrer, qui est le chef ici de ces cuisines et du Meurice. Tu penses que Lord of Burger, du burger dans un 3 étoiles, mais qu'est-ce qui se passe? On l'a fait exprès. Non, on a cherché dès le début un titre très provocateur. On voulait vraiment qu'il y ait... on voulait mettre en avant cette idée de chef. Et en même temps, bon, la cuisine traditionnelle, c'est sympa, mais aujourd'hui, de toute façon, les burgers, même dans les grands restaurants, ils en font beaucoup, on le sait. Et la cuisine moléculaire, etc., c'est tout ce côté moderne qu'on voulait un peu mettre en avant. Et donc, on a cherché la provocation. On s'est dit, on voulait une noblesse et en même temps quelque chose de très populaire. C'est pour ça qu'on a cherché un petit peu tous les noms, alors Fun Machin, Baron Truc, ça marchait pas. Finalement, on a atterri sur Lord et on a rajouté Burger, Lord of Voilà, Burger. Lord of Burger, voilà, le seigneur du burger 3 étoiles. Voilà. Audrey, merci à toi. Merci beaucoup. On va partir pour une autre aventure. On a rencontré il y a quelques semaines au Festival d'Angoulême 2 séries différentes sur le papier mais qui se rassemblent un petit peu. Hélas, aux éditions Dupuis, Paris est sous les eaux. Ce sont les animaux qui ont pris le pouvoir. Ils vont découvrir 2 enfants, des humains, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et Hope, aux éditions Glénat, les extraterrestres ont pris le pouvoir, un peu comme les animaux. Et là, l'espèce humaine qui se cache va essayer de reprendre le dessus. Portrait, sujet, croisé de Nicolas Béard. À tout de suite. Paris, 1910, la capitale est noyée sous les eaux et la société régie par des animaux. Dans ce passé alternatif, Hervé Bourris et Rudy Spisser nous livrent une fable entre métaphores cruelles et contes déjantés. L'homme est une espèce en voie d'extinction, chassée et braconnée. C'est une race qui a disparu. Il y a même des gens qui n'en ont jamais vu en fait. Donc au début de l'album, on retrouve une famille qui se cache dans la forêt de Fontainebleau. Mais c'est une race qu'on pensait disparue, comme les dinosaures en fait. Il y a eu un homme au parc d'acclimatation dans une cage pendant des années, mais il est mort il y a quelques temps. La capture d'une enfant va bouleverser le règne animal et créer l'émoi au sein de la classe politique et scientifique. On navigue entre les fables de La Fontaine et La ferme des animaux de George Orwell, avec une touche indiscutable de Planète des singes. Les hommes, en fait, dans cette histoire, c'est une espèce de sous-race. C'est considéré par les autres animaux comme une race faible, assez rare, qui a été souvent persécutée. Ce sont des hommes sauvages, et, qui sont braconnés d'ailleurs. Et voilà, tout un enjeu politique aussi autour de ça, quoi. L'Académie de sciences est toute puissante, et l'Académie va se pencher sur le cas de ces humains pour déterminer s'ils ont une âme, une intelligence ou pas. En fait, l'inversion des rôles, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de poser un regard un petit peu différent sur la société. Parce que finalement, la société des animaux telle qu'on l'a décrit,
a aussi des parallèles avec la société humaine. Il y a des carnivores, il y a des herbivores, des dominants, des dominés, et on trouve des parallèles intéressants. Dans Hope, il est aussi question d'enfants, de monde alternatif et de domination de la race humaine. Un peuple alien a décimé la totalité de la population, ou presque. 3 siècles plus tard, clandestinement, des enfants sont élevés par des intelligences artificielles aux 4 coins de la planète. Sur les ruines de ce qui fut New York, Dayan, un enfant sauvage va précipiter le sort des survivants. C'est effectivement l'enfant sauvage qui va arriver dans un univers, dans un milieu d'autres enfants qui, eux, ont vécu en groupe et qui va plus ou moins être le déclencheur de certaines problématiques et certains questionnements. C'est-à-dire comment on accueille, quand on vit en groupe, comment on accueille un étranger, comment on accueille quelqu'un qui n'a pas été éduqué de la même façon que nous, est-ce qu'on l'accueille positivement, quelles questions on se pose, et surtout si cette personne représente un danger. Est-ce qu'on le laisse à la porte, est-ce qu'on le laisse entrer? Parce que malgré tout, il nous ressemble quoi. Pour le premier opus de la série, Alain Janol nous plonge dans une société post-apocalyptique où des sentinelles extraterrestres traquent sans merci la descendance humaine. Terrés dans les sous-sols, ces héritiers attendent le grand jour, le réveil de l'humanité. C'est-à-dire l'intelligence artificielle les a élevés dans l'attente du grand jour, le jour où tout est possible, le jour où justement on sort des ruches et on reconquiert la Terre. À la fin du tome 1, le grand jour arrive pour la ruche de New York, mais ça ne veut pas dire que le grand jour est arrivé pour les autres ruches et pour les autres villes. On va conclure cette émission en beauté avec le chef, évidemment. Yannick, bonjour. Bonjour. C'est votre première ou votre deuxième maison, ces cuisines? C'est vraiment ma première maison. Je crois que j'y passe suffisamment de temps pour dire que c'est ma maison. Oui. Tous les matins, tous les soirs, toujours la même sensation, la même émotion à créer, à faire de la cuisine? Mais je crois que la création fait partie intégrante du plaisir de notre métier et je crois que les gens, les clients qui viennent au quotidien attendent de nous d'être créatifs, d'être différents, d'être innovants. Donc on essaye de vraiment se faire plaisir à travers la création. Je pense que c'est très important. Comment on est créatif? Est-ce qu'on se sert à la fois de son passé, de tout ce qu'on a pu apprendre, tous les métiers qu'il faut savoir pour être chef et en même temps on imagine l'avenir, ce qui va faire la cuisine de demain? Je crois qu'il y a un regard évidemment sur le passé, sur tout ce que la France porte en termes de qualité culinaire. Je crois qu'on est le pays gastronomique par excellence. Donc je crois qu'il faut savoir connaître notre passé et connaître notre avenir. Moi je crois que ma cuisine elle est un peu comme ma ville. Ma ville c'est Paris. Paris on voit évidemment des bâtiments historiques et capables d'accueillir un centre-bourg. Bon, à Tour-Montparnasse c'est pas le bon exemple, mais enfin en tout cas il y a des choses qui s'insèrent très bien dans la modernité. Alors on va reparler de la cuisine en quelques instants. Vous préfacez, chef, Lord of Burger. Ça vous a pas fait peur le titre? Vous avez senti la provocation de Christophe et d'Audrey dès le départ? Non, la provocation, je crois qu'elle est maîtrisée. Et surtout, je crois que ce qui m'a fait adhérer au projet à leur côté, c'est vraiment la qualité, la qualité de recherche. Et ce sont des vrais gourmands, ils adorent bouffer. Donc ça, pour moi, c'était primordial d'avoir cet échange-là. Et puis de voir à quel point ils sont rentrés dans la réalité des choses, dans la réalité d'une cuisine, dans les quotidiens d'une cuisine. Et puis un hamburger aussi, ça peut être extrêmement bien fait. J'en propose un au Dali dans le deuxième restaurant de l'hôtel. Et il a été élu meilleur hamburger du monde par le New York Times. Alors voilà. Voilà, c'est la référence américaine et c'est essentiel. Dans cet ouvrage, on voit les deux héros vont partir dans le monde entier pour à la fois s'inspirer des cuisines du monde entier. Est-ce que c'est aussi le créneau justement du restaurant Le Meurice? Évidemment, de toute façon, je pense que la cuisine française doit sa richesse par rapport à son mélange et aussi sa capacité d'absorber d'autres cultures. Et on a une cuisine basée sur les sauces, etc. On a vécu toute cette je dirais, épuration de la cuisine. Mais surtout, voilà, il y a aussi le regard vers l'extérieur qui est typiquement français quelque part. Et donc on retrouve ça aussi dans notre cuisine. Évidemment, on va chercher un petit épice, une algue, quelque chose qui fera la différence dans une assiette. Et comment on trouve ça, chef? C'est-à-dire vous êtes sur les routes du monde de temps en temps? Ou est-ce que c'est les routes du monde qui viennent à vous ici dans les cuisines du Meurice? Les deux. On a évidemment autour de nous des cuisiniers qui viennent de tous horizons, puisque c'est aujourd'hui une maison de référence. C'est international. Des gens du Japon viennent, des gens de tous les horizons viennent, hein, évidemment. Et puis quand on voyage, ce qui est important, c'est de revenir avec des nouveaux yeux. Je crois que de partir en voyage, c'est donné à tout le monde, mais de pouvoir aller vers les gens, discuter avec eux,
et de leur demander pourquoi les choses sont comme ça. Et je pense que c'est très important. Et quand la cuisine vous ouvre toutes les portes, hein. Toutes les maisons s'ouvrent sous le prétexte, je crois que c'est finalement le seul discours qui rallie l'ensemble des religions, l'ensemble des politiques, ça se passe autour d'une table. Donc je crois qu'on a la chance d'en profiter et de se retrouver là et de pouvoir échanger comme ça. Est-ce que, comme j'en parlais avec Christopher Leston, il y a parfois une solitude du créateur? Lui, il est seul, il faut qu'il crée des histoires, des scénarios. Est-ce que vous êtes seul aussi lorsque vous créez des recettes, lorsque vous créez des histoires culinaires? Alors on n'est pas seul, c'est vrai qu'il y a des moments où on a besoin d'être sur soi, d'être évidemment seul dans sa réflexion. Et puis il y a des moments d'échange où là, il faut partager avec les gens qui nous entourent pour créer. Et je crois que le succès d'une entreprise, elle est faite de sa richesse, de ses hommes avant tout. Et le succès d'un restaurant aussi. C'est-à-dire, on a des chefs formidables qui travaillent à mes côtés, on a des sommeliers qui ont évidemment un regard sur les choses incroyable, un directeur de salle qui aussi a son avis, parce que comment orchestrer finalement le service est aussi important que l'assiette. Donc tout ça fait un tout. Et ce qui fait vraiment un grand restaurant, évidemment il y a la cuisine, mais il y a tout le reste. C'est une sorte de show, je vais dire de bien culturel. C'est-à-dire les gens viennent là, allez, ils en prennent plein les papilles, plein les yeux. C'est avant tout comme une œuvre d'art, comme une grande exposition, la cuisine que vous faites ici? Ouais, et puis il y a aussi un savoir-faire français que je revendique parce que je pense qu'on doit être fier de notre cuisine et de notre culture et de notre terroir. Moi je travaille aujourd'hui sur le terroir parisien, c'est quelque chose qui n'avait jusqu'alors pas vraiment été exploité. Les gens n'imaginent pas forcément qu'il y a un terroir parisien. Non, parce qu'on n'imagine pas du verre à l'intérieur de Paris. Et pourtant, il y en a tout autour, hein, et on n'est pas très loin. Les terres agricoles parisiennes sont les plus fertiles de France. Le miel du toit de l'Opéra est le plus pur de France. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, de revendiquer cette cuisine parisienne était quelque chose qu'il fallait faire. Et elle fait partie intégrante de notre culture française. Alors vous travaillez beaucoup avec les éditions Glénat. Il y a évidemment cette préface, mais il y a des très beaux livres. Il y a un livre notamment sur les tapas des montagnes. C'est venu comment cette idée? C'est cette dimension internationale, comme on le disait? Alors je suis chef consultant pour l'hôtel Cheval Blanc à Courchevel. Et à la demande, vous savez, c'est une marque très créative. On a essayé d'être créatif à notre tour et d'enlever un peu les buffets qu'on trouve partout à la montagne, de vulgarisation de la cuisine et de finalement d'amener à table ce qu'on aurait trouvé sur un buffet, mais avec la précision d'un grand restaurant. Donc finalement on amène à table le buffet, donc on commence, le concept c'est le 1, 9, 4, 7, les 9 tapas de montagne qu'on retrouve à l'intérieur du menu, la soupe d'accueil, 4 plats du jour au choix et 7 desserts, donc une certaine générosité aussi. Et alors un très beau livre qui vient de sortir, Aleno 101 créations. C'est avec quelqu'un que vous appréciez qui a été fait ce livre, je crois. Alors Kazuko m'a suivi, c'est ma grand-mère un petit peu. Elle me suit depuis que je suis chef au scribe, donc ça fait déjà un certain moment maintenant. Et Kazuko a un regard, finalement, un reflet et explique au lecteur ce qui se passe dans une assiette, parce qu'il n'y a rien de plus finalement impersonnel qu'une assiette sur un papier glacé. Et on a voulu donner vraiment une dimension gustative. Et donc Kazuko, à travers ses mots, raconte l'expérience gustative. Qu'est-ce que ça apporte un livre pour un chef? On sait tous les grands chefs ont leur livre, à la fois de recettes, à la fois d'explications des plats, de parcours. Un beau livre comme ça, pour vous, déjà lorsque vous l'avez eu entre les mains, c'est une sorte d'accomplissement, de petites pierres supplémentaires à ce que vous construisez au quotidien? Je pense que les livres de cuisine sont des focus à un instant T. Je pense qu'il faut aussi le faire. Pour des raisons évidentes de transmission aussi, je pense qu'on a un rôle de transmission. Un jour, j'ai rencontré un chef qui s'appelait Jean Delavenne, et Jean Delavenne, qu'on appelait le sorcier de Bougival. Quelqu'un qui, grâce à sa connaissance des champignons, a sauvé la vie de ses partenaires d'évasion pendant la guerre. Et j'ai rencontré ce monsieur un jour qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et malheureusement, il n'a pas laissé d'écrit. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'il avait plein de choses à raconter, plein de choses à dire. Et je pense que si on avait à notre disposition aujourd'hui son savoir à travers ses livres, on pourrait aussi de temps en temps amener quelque chose de différent. Donc je pense évidemment il y a un côté de transmission important. Et puis c'est un formidable moteur de création. Et j'ai voulu dans une création fixer en fait les 100 à plat que nous avons créés l'année dernière et qu'on avait proposé aux clients. Donc on a une force créative et de renouvellement des plats assez importante ici. Yannick, ma dernière question. Beaucoup d'hommes ou de femmes qui sont allés dans l'espace, décrocher leurs étoiles, sont revenus avec parfois une sorte de dépression. Ils ne savaient plus où ils étaient, ils ne savaient plus ce qu'ils voulaient faire. Lorsque, comme vous, on a atteint justement les 3 étoiles, la constellation des chefs, qu'est-ce qu'on a envie au quotidien?
C'est difficile de se motiver ou ça vient naturellement? Alors c'est vrai qu'il y a le syndrome du nouveau-né. Hein. À un moment donné, on se dit waouh, qu'est-ce que je vais faire maintenant, etc. Et je pense que pour sortir de ça, il faut se plonger dans le travail et se plonger encore plus pour faire plaisir aux clients. Et puis finalement, l'étoile est le reflet de ce que vous faites au quotidien et il faut les laisser briller et s'en occuper et les faire grandir. Je pense que c'est un travail vraiment de tous les jours que de continuer. Parce que les gens viennent chez vous pour rêver. Hein. Et on a une vraie responsabilité par rapport à ça. Donc si les clients rêvent, le Michelin a rêvé. Je veux dire, vous donne les étoiles par rapport à ce que vous avez fait, pas ce que vous allez faire. Donc au quotidien, il faut se remettre au boulot. Et puis voilà, et puis ça fait partie du lot. Et je pense qu'il est très intéressant de faire partie de la frange du haut de toute manière. Merci chef. Merci beaucoup. Merci Yannick, à très bientôt. C'est la fin de cette émission d'Un monde de bulles.